l'empereur qui semblait seul appuyer ce décret et d'y tenir beaucoup, dit en sa défense des choses très curieuses. Il prétendait que les ambassadeurs n'ont ni prérogatives ni privilèges qui puissent les mettre à l'abri des lois du pays. Tout au plus accordait-il qu'ils fussent soumis seulement à une juridiction plus relevée. Je ne m'opposerai pas, par exemple, disait-il, à ce qui ne devient justiciable qu'après une décision préalable d'une réunion des ministres et des hautes dignitaires de l'Empire, à ce qui ne faisant juger que par un tribunal spécial composé des premiers magistrats et des premiers fonctionnaires de l'État. M'objecteriez-vous que les souverains se trouvant compromis dans la personne de leurs représentants ne m'enverront plus d'ambassadeurs où serait le malheur? Je retirerai le mien et l'État gagnerait d'immenses salaires fort onéreux, souvent au moins très inutile. Pourquoi voudrait-on soustraire les ambassadeurs à toute juridiction? Ils ne doivent être envoyés qui peut être agréable pour entretenir un échange de bienveillance et d'amitié entre les souverains respectifs. Si sortant de ces limites, je voudrais qu'ils rentrassent dans la classe des tout, dans les droits communs, et je ne saurais admettre tacitement que puissent être près de moi à titre d'espion à gage, ou bien alors je suis un sot et je mérite tout le mal qu'il peut m'en arriver. Seulement il s'agit de s'entendre et de le proclamer d'avance afin de ne pas tomber dans l'inconvénient de violer ce qu'on est convenu d'appeler jusqu'ici le droit des gens et les habitudes reçues. Au plus fort d'une crise célèbre, disait-il, on vint m'avertir qu'un grand personnage s'était réfugié chez messieurs de Cobenzal et s'y croyait à l'abri sous les immunités de cet ambassadeur d'Autriche. Je montai celui-ci pour connaître les faits et lui déclarer qu'il serait malheureux qu'il en fût ici, car une puérile ou sage ne serait rien à mes yeux contre les saluts d'une nation que je n'hésiterai pas à faire saisir les coupables et sans rester leur privilégié à les livrer tout à un tribunal et à les faire exécuter. Et je leur ai fait, monsieur, ajoute-t-il fièrement en élevant la voix. On le savait bien aussi, l'on ne se frottait pas. L'empereur, longtemps avant son expédition de Russie, 1 ou 2 ans peut-être, avait voulu établir un classement militaire de la nation. Il fut lu au Conseil d'État jusqu'à 15 ou 20 rédactions de l'organisation des 3 bandes de la guerre nationale en France. Le premier, celui des jeunes gens, était tenu d'aller jusqu'à la frontière. La seconde, celui de l'âge mitoyen et des hommes mariés, ne sortait pas du département. Enfin, le dernier, celui des hommes âgés, demeurait uniquement à la défense de la vie. L'empereur, qui y tenait beaucoup, y revint souvent et dit très belles choses, extrêmement patriotiques. Mais s'il y eut constamment dans tous les conseils une défaveur marquée, une opposition sourde et inerte, les affaires marchaient et l'empereur attiré par d'autres objets, vit échapper, se plaint que sa prévoyance calculait sans doute pour notre salut, et qui l'eût été en effet. Par ce plan, plus de 2 millions d'individus se seraient trouvés classés armés lors des désastres. Qui alors eût osé nous aborder?
Dans une de ces séances, l'empereur eut un mouvement fort remarquable. Un membre, M. Malouet, employait beaucoup de circonlocutions peu favorables à cette ordination. L'empereur lui adressa sa phrase habituelle. Parlez hardiment, monsieur. Ne mutilez pas votre pensée. Dites-la tout entière. Nous sommes ici entre nous. L'orateur alors déclara que cette mesure alarmait tout le monde, que chacun frémissait de se voir classé dans la persuasion que, sous le prétexte de la défense intérieure, on ne s'occupait que du moyen de les transporter au dehors. Eh bien, à la bonne heure, dit l'empereur, je vous comprends à présent. Mais monsieur, dit-il, en adressant à tout le conseil, vous êtes tout père de famille, jouissant d'une grande fortune, exerçant des emplois importants, vous devez avoir une immense clientèle, vous devez être bien gauche ou bien peu soigneux. Si, avec tous ces avantages, vous n'exercez pas une grande influence d'opinion, comment se fait-il que vous qui me connaissez si bien, me laissiez si peu connu, et depuis, quand avez-vous employé la ruse et la fraude dans mon système de gouvernement? Je ne suis pas timide, je ne point l'usage de devoir oublier que si j'ai un défaut, c'est de m'expliquer trop vertement, trop laconiquement, peut-être. Je me contente de prononcer Jordan parce que je m'en repose ensuite pour les formes et les détails sur les intermédiaires qui exécutent et Dieu seul. Si, sur ce point, j'ai beaucoup à m'élouer. Si donc j'avais besoin de monde, je le demanderai hardiment au Sénat qui me l'accorderait. Et si je n'ai obtenu de lui, je m'adresserai au peuple même, que vous verriez marcher avec moi. Je vous étonne peut-être, car vous semblez parfois ne pas vous douter du véritable état des choses. Sachez que ma popularité est immense, incalculable, car quoi qu'on veuille dire partout, le peuple même m'estime. Son rebondissance l'emporte sur toute la malveillance des salons et la métaphysique des niais. Il me suivrait en opposition de vous tous. Cela vous étonne encore, et pourtant il en serait ainsi. C'est qu'il ne connaît que moi, c'est pour moi qu'il jouit sans crainte de tout ce qu'il a acquis. C'est pour moi qu'il voit ses frères, ses fils, indistinctement avancés, décorés, enrichis. C'est pour moi qu'il voit ses bras facilement et toujours employés, ses sœurs accompagnées des quelques jouissances et me trouve toujours sans injustice, sans préférence. Or, il voit, il touche, il comprend tout cela et rien de plus, rien sur toute la métaphysique. Non, que je repousse les vrais, les grands principes. Le ciel m'en préserve. On me les voit pratiquer autant que nos circonstances extraordinaires me le permettant, mais je veux dire que le peuple ne les comprend pas encore au lieu qu'il me comprenne tout à fait et s'en fie en moi. Croyez donc qu'il fera toujours ce que nous réglerons pour son bien. Ne vous en laissez pas surtout imposer par l'opposition que vous mentionnez. Elle n'existe que dans les salons de Paris, nullement dans la nation. En Sicile, je n'ai nul vue intérieure. Au dehors, je le déclare. Je ne m'occupe en cet instant que de la sûreté, du repos, de la stabilité de la France au-dedans. Poursuivez donc les pas de la garde nationale que chaque citoyen connaisse et son poste au besoin que messieurs comme service. Que, voilà, soit
dans le cas de prendre son fusil si le danger le requiert. Et alors, vous aurez vraiment une nation maçonnée et chaud et intassable, capable de défier le siècle et les hommes. Je relèverai du reste de cette garde nationale à l'égard de la ligne. Les vieux officiers retirés en seront les chefs et les pères. J'en ferai susciter les grades à l'égal de faveur de la cour. On doit retrouver tout cela dans les registres de M. Locret, parti au sujet des bains de la garde nationale, parti encore autant que je puis me le rappeler au sujet des conscriptions annuelles. Je me souviens encore qu'il fut particulièrement question au jour de l'université. L'empereur se fâchait sur le peu de progrès et la mauvaise direction de sa marche. M. de Ségur fut chargé de présenter un rapport à ce sujet. Elle le fit avec sa franchise et sa loyauté accoutumée. Il abordait franchement la question, trouvait que la création de l'empereur était mal comprise, mal exécutée, que la science ne devait y être que secondaire, que les principes, la doctrine nationale devaient y passer avant tout, et que c'était pourtant ce dont on semblait s'y occuper le moins.